Alors bonjour, professeur Joyeux. Bonjour, Alors merci de nous accorder cette interview avec grand plaisir, durant, bienvenue. durant votre passage en Martinique. Donc là, vous êtes venu pour alerter, sensibiliser, réveiller, comme vous dites dans d'autres vidéos, réveiller la population martiniquaise. Et justement, aujourd'hui, on aimerait vous poser quelques questions au sujet un peu de la polémique, on dira, sur les vaccins. Alors C'est que très à la mode, pouvez-vous nous c'est pas dire? simplement une tendance ou une mode, c'est un sujet extrêmement grave et qu'il faut traiter avec beaucoup de sérieux parce que, premièrement, je ne suis pas contre les vaccins, contrairement à ce qui a été dit par la ministre ou par des gens qui sont proches d'elle qui n'ont même pas lu la pétition que j'ai lancée. Il faut savoir que j'ai lancé deux pétitions. Une première qui concernait le vaccin contre le cancer du col de l'utérus et qui faisait que le Haut Conseil à la Santé était en train de préparer, c'était dit dans la presse, une vaccination obligatoire, quasiment, ou hyper recommandée, si vous voulez, pour les enfants de 9 ans, c'est-à-dire en CM2. Vous imaginez, cancer du col de l'utérus, pour expliquer ça à une petite fille ou à un petit garçon de 9 ans, alors qu'en plus, on n'avait pas de certitude sur ce vaccin, sauf qu'on avait quand même des certitudes sur des complications importantes dans certains pays où ils ont arrêté définitivement la vaccination, comme la Norvège, comme l'Autriche, comme le Japon. Il y a eu des pépins aux États-Unis. En France, il y en a aussi, mais évidemment, les fabricants disent que c'est toujours lié au hasard ou à une autre raison. Ce qui est curieux, c'est que pour ces deux vaccins, parce qu'il y a deux vaccins, donc deux laboratoires internationaux qui se tapent l'un sur l'autre pour avoir le marché, c'est que vous avez l'un qui est d'origine française et l'autre d'origine plutôt américaine. Et avant, ils disaient il faut trois vaccinations, c'est-à-dire une vaccination plus de rappels. Puis ils ont dit non, finalement, ça sera peut-être que deux, puis maintenant ça sera peut-être qu'une. Donc c'est l'incertitude absolue, c'est du n'importe quoi. Et on a même vu des collègues qui sont des gynécologues avertis en France ou en Outre-mer, comme ici, comme à La Réunion ou ailleurs, qui ont dit, écoutez, nous, les gynécologues, nous sommes totalement opposés à cette vaccination parce qu'elle est incertaine. Par contre, nous sommes toujours favorables au frottis cervico-vaginal, frottis vaginal, qui permet de détecter prévention. Voilà. Donc ça, c'est une chose absolument certaine. Alors la deuxième, la première pétition est arrivée à peu près vers 300 000, 400 000. Bien. Et puis il y a eu une deuxième parce que en tant que représentant des familles, aussi bien en métropole et outre-mer, j'ai été alerté par des familles qui cherchaient le vaccin obligatoire quand un enfant vient de naître, qui est le vaccin contre trois maladies, diphtérie, tétanos, polio. On l'appelle trivalent parce qu'il y a trois valences. Bon. Or, ils me disent, on ne trouve plus ça en pharmacie. J'ai dit, mais changez de pharmacie, c'est qu'il y a une rupture de stock. Bon. Finalement, je suis moi-même allé voir dans différentes pharmacies, en France, à Montpellier, dans la ville où je réside, et on m'a dit, non monsieur, il y a une rupture de stock, c'est fini, on est passé d'un trivalent à un hexavalent. Ah bon? C'est quoi l'hexavalent? Eh ben, l'hexavalent, c'est un vaccin contre 6 maladies, c'est-à-dire les 3 qui sont obligatoires, plus 3 autres, à savoir un, la coqueluche, 2, l'hémophilus influenzae B contre certains types de méningite, il y a d'autres types de méningite, et troisièmement contre l'hépatite B. Alors l'hépatite B, je connais bien, j'en ai fait une. Je n'en suis pas mort, je m'en suis très bien sorti, le vaccin n'existait pas à l'époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que chirurgien, je serais vacciné. En tant qu'infirmier, infirmière, monde de la santé. Mais bien sûr, mais je suis d'accord, Mais on ne vaccine pas un gosse de 2 mois dont on ne sait pas s'il sera jardinier, boulanger, juriste ou intellectuel, je n'en sais rien. Bon, tout ça c'est abusif, c'est une arnaque. Une arnaque des laboratoires, et ça s'appelle en termes juridiques, c'est très simple, c'est des avocats qui m'ont appris, une vente liée. C'est exactement comme si, par exemple, vous voulez acheter des boucles d'oreilles, mais vous achetez vos boucles d'oreilles, mais on vous impose en même temps un chapeau, par exemple, donc avec 30 euros de plus. Donc c'est une vente liée, c'est totalement illégal. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lancé la pétition, et nous sommes aujourd'hui à près de 900 000 et nous allons atteindre 1 million. Je ne me laisserai pas faire. Alors, j'ai le Conseil de l'Ordre qui ne m'a pas radié. Contrairement à ce que... Oui, oui, il y a des bruits qui ont couru en disant Monsieur Joyeux n'est plus, pas du tout. Je peux consulter, je pourrais même opérer si je le voulais, mais vu mon âge, j'ai arrêté d'intervenir, d'opérer, mais je consulte et j'envoie des patients à mes différents collègues que j'ai formés qui sont plus jeunes que moi. Bon, donc je ne suis pas du tout radié du Conseil de l'Ordre, mais le Conseil national a été inquiet. Donc, comme ils n'ont pas lu au Conseil national la pétition, ils disent Joyeux est contre les vaccins. Un médecin qui est contre les vaccins doit être radié. Bon, donc ils ne m'ont pas radié, mais ils m'ont envoyé au conseil départemental de mon département qui s'appelle l'Hérault. J'ai vu les conseillers, ils ont botté en touche. Certains d'entre eux, dont je ne peux pas dire les noms, m'ont dit écoute, on est d'accord avec toi, mais on ne peut pas trop le dire. Donc on va t'envoyer au conseil régional.
Alors, le conseiller régional m'a envoyé 3 courriers recommandés pour me demander de prendre un avocat et de me défendre. Je n'ai pas besoin d'un avocat, je sais parler français, je sais que les membres du conseil régional qui vont m'interroger sont des médecins, donc je vais leur répondre avec des termes de médecins, le même langage, alors que si je prends un avocat, il va utiliser à juste raison des termes juridiques qui ne les concernent pas. Bon, donc je les attends de pied ferme, je ne crains absolument rien, je m'expliquerai, et c'est pour cette raison que, vu les attaques que j'ai reçues à la fois de la ministre, que je considère, mais vraiment officiellement, comme incompétente, je le dis et je le répète, avec des conseillers qui sont autour d'elle, qui sont tous plus ou moins maqués indirectement. Je ne dis pas qu'ils s'en mettent dans les poches, je ne dis pas ça, mais ils sont maqués à des laboratoires qui leur disent, si on ne vaccine pas tout le monde, on va avoir du chômage, on va mettre des gens à la porte. Mais le problème, ce n'est pas un problème du chômage, là c'est un problème de santé publique. Est-ce qu'on peut vacciner un gosse à 2 mois contre l'hépatite B? Je réponds, pas question. Est-ce que la coqueluche, on en meurt? Je réponds, non. On peut mourir d'une coqueluche si on est déjà extrêmement fatigué. Ça veut dire qu'il y a des indications. Et qui c'est qui décide d'une vaccination? Ce n'est pas une ministre, quelle qu'elle soit, c'est un médecin. C'est un médecin parce que c'est un acte médical. C'est comme si je vous prescris un médicament contre le cholestérol, le diabète ou autre, c'est parce que je juge que votre santé le nécessite. Votre santé peut-être nécessite un vaccin ou pas un vaccin en fonction des questions que je poserai dans mon cabinet professionnel d'une manière totalement, si vous voulez, secrète avec le patient. Bon, donc, ce qu'on veut, c'est imposer aux patients, si vous voulez, une vaccination qui vient de l'État et qui vient en réalité des laboratoires. Savez-vous, par exemple, qu'un médecin pédiatre généraliste qui vaccine 20 personnes, il a une prime de 140 euros. Une prime de 100, c'est officiel. Et qu'un médecin qui traite bien la vaccination, donc qui vaccine, qui traite bien le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol et des maladies dites de civilisation, en fin d'année, il a une prime de 6 000 euros. Alors que la sécurité sociale, en métropole et outre-mer, est en déficit total. Déficit total. Qu'est-ce que c'est que cette gestion de la médecine? Donc vous comprenez bien que je ne peux pas être en accord avec ce qui est décidé au niveau du ministère, et je pense que la ministre sera moins longtemps ministre que je ne serai longtemps médecin. Voilà. Donc, nous l'espérons. Alors, une autre question, c'est vous parliez justement du chapeau qu'on mettait à côté, tel un chapeau à côté des boucles d'oreilles, mais le problème de l'aluminium, justement. Surtout que vous êtes venu parler de l'Alzheimer et Parkinson, justement. Voilà, je vois que vous connaissez bien le dossier. Je me suis rendu compte que l'aluminium, ça je le savais, était un adjuvant dans les vaccins. Et j'avoue que je ne m'étais pas posé la question du pourquoi il y a un adjuvant dans les vaccins. Puis j'ai compris. Vous donnez un adjuvant dans les vaccins pour stimuler l'immunité. C'est-à-dire qu'un petit de 2 mois, son immunité n'est pas encore faite. Elle sera terminée, l'immunité de ce petit, 2 ans après sa naissance. Parce qu'il faut 1000 jours après la conception. Donc imaginez une conception un 1er janvier, 270 jours de grossesse, accouchement par voie naturelle pour la plupart des enfants, et ensuite vous ajoutez 2 ans, ça vous fait 1000 jours. Donc le système immunitaire de l'enfant n'est pas fait avant 1000 jours. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous donnez un vaccin beaucoup plus tôt, le système immunitaire, il faut le booster, il faut le stimuler. Aluminium. Avant, c'était le mercure, un dérivé du mercure qu'on a appelé le thiomersal, qui a été éliminé, dangereux, interdit. Maintenant, on a mis l'aluminium en disant, mais non, ce n'est pas dangereux, sans même le tester. Alors écoutez-moi bien. Figurez-vous qu'aux États-Unis, c'est pas très loin d'ici, aux États-Unis, dans les années 91-92, il y avait plus de chiens et de chats aux États-Unis qu'il y avait d'Américains. Bon, très bien. Alors, il y a des gens qui ont réfléchi, ils se sont dit, mais si on vaccinait tous les chiens et les chats, au lieu d'en vacciner que certains, avant la vaccination contre la rage, par exemple, d'un chien qui sortait des États-Unis pour aller au Canada, c'était obligatoire, ce que je trouve normal. Alors ils se sont dit, on va vacciner tous les chiens et les chats. Et où on vaccine le chien et le chat? Pour ne pas se faire griffer ou mordre entre les 2 épaules derrière. Grosso modo, années 91-92. 3 ans plus tard, apparition de cancer extrêmement grave, qu'on appelle les sarcomes, entre les 2 épaules à l'endroit du vaccin. Pour certains animaux et pour d'autres, un peu plus tard, dans les 2 à 3 ans qui suivent ces 3 premières années, au niveau de l'os, au niveau d'un muscle, au niveau d'une autre partie du corps de l'animal, parce que l'aluminium, il bouge dans le corps. Effectivement, vous avez tout à fait raison, l'aluminium peut aller dans le cerveau, et dans le cerveau, on l'a retrouvé en quantité excessive chez des personnes atteintes d'Alzheimer au moment du décès. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu compte que l'aluminium était dangereux, mais j'ai beaucoup travaillé la question, et j'ai appris, il y a seulement 2 mois, 2 mois et demi, par un de mes amis vétérinaires qui m'a beaucoup aidé à faire le livre sur les vaccins, qui s'appelle Vaccins, comment s'y retrouver sans perdre la santé. On trouve ici d'ailleurs. Bien sûr, et il m'a appris que les vaccins vétérinaires, ils avaient supprimé l'aluminium.
Il faut savoir que le laboratoire international, qui est d'origine européenne, qui vendait ces vaccins, s'appelle Mérial, Mérieux Aluminium. Bon, donc Mérial, ça veut dire qu'il y a bien l'aluminium. Eh bien, ils ont retiré l'aluminium des vaccins vétérinaires, mais pas encore des vaccins pour les humains. Or, les pharmacies d'aujourd'hui, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, ou dans tous les dom-toms ou en Europe, en France, en métropole, vous avez les pharmacies qui sont pleines de ces vaccins hexavalents et il faut les écouler. Et moi, je dis à toutes les familles qui nous écoutent, non, 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 non. Vous ne prenez pas ces vaccins-là, vous demandez le DTP qui est obligatoire. Sur le carnet de vaccination, vous dites, je suis favorable à la vaccination de mon petit, je l'ai allaité, donc j'ai aucun souci, je suis capable d'attendre, et j'attendrai que le DTP sans aluminium soit refabriqué. Il a existé. Il a existé. Donc ils savent parfaitement le faire. À mon avis, il faut dans les 3 mois pour le fabriquer, 3 mois pour le distribuer dans les pharmacies. Et nous finirons par l'obtenir. Parce que quand la ministre va voir qu'il y a 1 million de personnes qui en ont ras-le-bol et qui demandent d'avoir ce vaccin pour leurs petits, et qu'il y ait un vaccin obligatoire, ce que je trouve normal, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il soit fabriqué. Alors, elle a lancé un grand débat. Elle a dit qu'il va y avoir un débat toute l'année jusqu'en octobre prochain. Première phrase du débat de Madame la ministre, la vaccination ne se discute pas. Alors, je ne sais pas quelle formation elle a eue en langue française, mais quand on dit que ça ne se discute pas, ça ne veut pas dire qu'il y a un débat. Vous comprenez? Bon, donc, je pense qu'il faut dire aux familles, soyez rassurés. Si vous attendez un bébé, idéal, je vous dis franchement, l'idéal, allaitez votre bébé, c'est le meilleur vaccin qui passe de la maman au bébé. Maintenant, c'est sûr que si la maman est atteinte elle-même par le virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, éventuellement le virus du sida, c'est une toute petite population. Hein. Ceux-là, je ne dis pas qu'il ne faut pas les vacciner. Ceux-là, il faut les vacciner, il n'y a aucun problème. Il faut prendre le risque, si vous voulez. Par contre, les autres, patience, ne vous inquiétez pas, restez serein, donnez bien à manger, à boire à votre petit, qu'il soit en bonne santé, et attendez le DTP sans aluminium. Une chose étonnante, voyez-vous, les laboratoires, ils me connaissent, ils savent où est mon téléphone, ils savent mon adresse mail, ils savent où me trouver. Visible, hein. Il n'y en a aucun qui m'a joint, ni par téléphone, ni par mail, ni d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement. Indirectement, si. J'ai vu des collègues qui m'ont dit calme-toi, j'ai vu des hommes politiques, calme-toi. Mais j'ai dit, mais pourquoi faut-il que je me calme? Je suis calme, je suis extrêmement serein. Calme et joyeux en plus. Je suis joyeux 24 heures sur 24. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Ils essayent de toucher des amis à moi ou des collègues à moi pour faire pression indirectement. Non, ils n'y arriveront pas. C'est pas que je suis têtu. C'est jouer un peu sur l'affectif. Ils essaient de jouer sur l'affect. Comme on joue sur l'émotion, en médicalisant l'émotion. Si tout d'un coup, je vous dis de rester trop à la Martinique, ça va vous donner un cancer, alors il vous faut prendre tel médicament parce que, vous comprenez, je médicalise l'émotion et je vous dis, prenez ce médicament, ça vous coûtera 10 euros, mais vous ne serez pas malade. C'est n'importe quoi. Et que pensez-vous des cas d'autisme qui ont été avérés justement suite à la vaccination et la sclérose en plaques? Excellent. Alors, 2 questions. L'autisme, figurez-vous qu'aux États-Unis, il y a eu, je ne sais plus si c'était un gouverneur ou un sénateur, je n'ai pas bien distingué, qui récemment a dit qu'il avait lui-même accepté de tricher sur les relations entre l'autisme et la vaccination contre ROR, rubéole, oreillon, rougeole. Donc il a dit, alors moi je l'ai vu, c'est passé dans la presse, je dirais que ça m'a inquiété. Ce qui est certain, c'est que vous avez des familles qui disent, mon petit, il va aller très bien, et puis tout d'un coup, il devient avec des symptômes de l'autisme, il ne s'intéresse plus à rien, il n'écoute pas ce qu'on lui dit, il s'enferme sur lui-même, enfin des symptômes que l'on connaît bien. Ça c'est une chose qui est inquiétante. Incontestablement. Moi, j'ai des petits-enfants et je dis à mes enfants, ne vaccinez pas les enfants contre rubéole, oreillon, rougeole, surtout s'il y a de l'aluminium. Première chose. Bon. Maintenant, s'il y a une épidémie dans la région où vous habitez, à ce moment-là, il faut faire attention et il faut peut-être vacciner. Vous voyez, il faut être raisonnable. Bon. Alors ensuite, votre deuxième question, c'est l'hépatite B. La sclérose en plaques, justement. Sclérose en plaques. Voilà. Alors, je vous donne un exemple très concret. Notre dernier enfant devait avoir à peu près 7 ans, 8 ans. Il revient de l'école, on habitait à ce moment-là à Paris. Il me dit, papa, il faut que tu me vaccines. Bon, montre-moi. Alors, sur le carnet, il y avait vaccination des enfants contre l'hépatite B. Bon. Je dis, non, tu n'as pas besoin, tu es trop jeune, tu n'as pas besoin parce que tu ne seras peut-être pas médecin, infirmier, je ne sais pas quel métier tu feras, c'est trop tôt. Oui, mais papa, je ne serai pas vacciné, tous mes copains seront vaccinés. Je dis, mais tu risques rien, ne t'inquiète pas. Oui, mais tu dis qu'il ne faut pas mentir, parce que je lui ai dit, tu diras que tu es vacciné. Ben, je dis, là, je te permets de mentir. Bon, il a bien rigolé, il n'a pas été vacciné. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les années qui ont suivi, c'était à peu près en 1994, nous avons eu à peu près 65% de plus de sclérose en plaques. 65%. Oui, il y a eu une vague d'épidémie à une certaine période.
Évidemment, les labos ont dit non, c'est que les neurologues sont meilleurs, ils font Il y a une meilleure dépistage, en fait. C'est ce qu'on dit souvent maintenant. Voilà, c'est un meilleur dépistage, donc la médecine évolue dans le bon sens, donc on repère des maladies qu'on ne repérait pas avant. Mon œil, tout ça c'est du cinéma complet, on nous prend pour des imbéciles, mais il faut qu'ils sachent quand même que les familles, d'une manière générale le grand public, a une connaissance scientifique qui a augmenté. Je veux dire, ils ne sont pas idiots, les gens, ils sont intelligents. Il y a Internet, ils vont se renseigner. Exactement, et je suis favorable à Internet. C'est vrai qu'il faut faire attention, il faut savoir discerner. Et quand les gens viennent me voir en consultation, je leur dis, ben ça oui, ça attention, faites attention. Il y a des gourous aussi sur Internet. Mais vous avez tout à fait raison. En plus, il y a eu un médecin qui a démontré cette augmentation des 65%. Un médecin qui appartenait à la santé publique. Mais je ne sais pas s'il n'a pas été plus ou moins embêté, vous voyez, et changé de poste. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est souvent ça. Mais vous avez vu que récemment, d'une part au ministère des Affaires sociales et d'autre part au ministère de la Santé, il y a un conseiller important du ministère qui a décidé de sortir et qui a fait du bruit en disant on a essayé de me pousser à dire ceci ou à dire cela. Non, honnêtement, je ne me suis pas senti de mentir, donc je suis sorti. Ça veut dire que ce gars-là est un gars honnête. Bon, donc, vous voyez, on est dans un système aujourd'hui où les lobbies sont d'une extrême puissance. Et je les ai vus aussi, ici en Martinique comme en métropole, avec l'alimentation. Je les ai vus, c'est très net. Savez-vous, enfin vous le savez, que le yaourt, par exemple, en Martinique, il est plus sucré qu'en métropole. Pourquoi? Parce qu'ils savent que... C'est une addiction. Alors, si vous êtes en addiction, ce qu'il faut, c'est continuer l'addiction. Parce que si vous ne continuez pas l'addiction, vous n'allez plus en acheter. C'est pour ça que je dis avec un certain humour, mais beaucoup de vérité, que le yaourt, je le prescris seulement la veille du départ dans l'au-delà, comme un cadeau. C'est pas ça qui vous envoie dans l'au-delà. Mais si ma femme m'offre un yaourt, un de ces quatre, je me dirais, ben, demain, je vais peut-être m'en aller, quoi. Non pas que ça va me tuer, c'est qu'elle aura fait le diagnostic que je suis dans un état assez fatigué pour pouvoir m'en aller dans l'au-delà. Alors, comment expliquer que les pédiatres, les médecins en général, qui ont fait tant d'années d'études, ne remettent pas en question, parce qu'on se dit comment des scientifiques n'arrivent pas à remettre en question, même ne serait-ce que réfléchir, se dire, mais après tout ça d'études, pourquoi on a encore une telle volonté? Parce qu'il faut dire quelque chose, les naturopathes ou autres sont quand même vus comme c'est une chasse aux sorcières, quand même. Dès que vous avez un parent qui dit non, je ne veux pas ça pour la vaccination, qui se méfie, tout de suite, on vous met quand même une pression colossale. Donc, que faire pour pouvoir inciter ces professionnels de santé à ne plus se laisser avoir par le... Moi, j'ai fait 10 ans de médecine. J'ai jamais eu 1 heure sur les vaccins. Jamais eu 1 heure de formation. La formation sur les vaccins, ce sont les laboratoires qui envoient des personnes qui viennent vous faire de la publicité sur les vaccins, mais ce n'est pas sous forme publicitaire. C'est si vous ne vaccinez pas, attention, vous mettez les gens en danger et vous n'êtes pas un bon médecin. Bon, donc on culpabilise. Et le médecin... La peur, toujours. Alors vous avez tout à fait raison. Moi je suis très favorable aujourd'hui à l'ostéopathie, à la naturopathie, au chiropraxie, etc. Il y a des gourous, mais il y a de plus en plus de gens qui sont bien formés. Et il m'est arrivé de faire moi-même des formations dans des écoles de naturopathie, d'ostéopathie et de chiropraxie. Vous voyez, des écoles européennes, où j'ai vu des jeunes poser des questions, plus que des jeunes étudiants en médecine. Bien sûr, qui sont cadrés, formatés par les laboratoires. Moi, j'ai vu des jeunes qui me disent, mais monsieur Joyeux, vous ne pouvez pas être contre les vaccins. Je dis, mais qui t'a dit que j'étais contre les vaccins? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'il y a dans un vaccin? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un adjuvant? Est-ce que tu sais ce que c'est que la néomycine? Réponse, oui, la néomycine est un antibiotique. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des allergies à la néomycine? Ah, je ne savais pas. Bon, évidemment, les étudiants en médecine sont formatés sur donner des traitements. Ils ne sont pas formatés sur la prévention. Vous voyez? Or, l'hygiène publique, l'hygiène d'une manière générale, est la clé de la prévention de beaucoup de maladies. C'est pour ça que je dis que des populations qui arrivent d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, des populations en guerre, où le système de santé est absolument catastrophique, je dis que ces populations-là peuvent nous amener des maladies. Mais il ne faut pas, nous soyons vaccinés contre eux, il faut qu'eux soient vaccinés pour que nous les aidions à être en meilleure santé contre la diphtérie, contre le tétanos, contre la polio, éventuellement contre d'autres maladies. C'est pour ça que je dis que la fin de médecine, les 6 derniers mois, médecine, pharmacie, kinésie, sage-femme, les jeunes donnent 6 mois de leur vie gratuitement à ces populations-là pour gérer leur état de santé. En les examinant, en parlant avec eux, en essayant de les examiner d'une manière qui soit intelligente pour savoir est-ce qu'ils ne sont pas porteurs de telle ou telle maladie qui nécessiterait une vaccination. C'est ça qu'il faut faire. Mais vous savez, au niveau européen, par exemple, en Allemagne, la naturopathie est davantage reconnue. En Suisse, oui.
c'est reconnu. Les Français sont toujours les derniers, mais savez-vous pourquoi? Oui, pour les lobbies, on sait bien. Le lobby pharmaceutique. Le lobby pharmaceutique est d'une extrême puissance en France. Je ne suis pas contre le fait que les pharmacies gagnent de l'argent, mais je vais vous expliquer. Quand un laboratoire fait un médicament, ce médicament a une autorisation de mise sur le marché, ça s'appelle AMM. Bien. Cette autorisation de mise sur le marché, pour y arriver, il faut des sommes énormes. C'est des centaines de millions d'euros qui sont dépensés par le labo. Donc il faut qu'il s'y retrouve. Bon. Donc il va fixer un prix. Ce prix, il va le fixer avec le ministère, qui lui va toujours tout faire pour le descendre. Mais là, vous avez un dialogue de sourds ou un dialogue d'intérêt. Un dialogue d'intérêt. Les politiques qui veulent être réélus, les autres qui veulent faire leur pognon. Mais ensuite, quand le prix est fixé, qui est-ce qui paye? C'est la Sécu, c'est-à-dire l'assurance maladie. Et l'assurance maladie, elle paye avec quoi? Avec nos impôts, que vous et moi nous payons. Voilà, que tout le monde paye. Et cet argent, il va où? Il va dans la poche du labo, lequel est en bourse. Ça veut dire qu'avec l'argent du public, ils vont en bourse. Alors, ils vont vous faire croire qu'ils ont trouvé le traitement contre l'Alzheimer. Il y a 4 médicaments qui servent à rien, strictement à rien, qui coûtent 80 € par semaine. Mais ils vont vous dire, ça y est, on a trouvé. À ce moment-là, le labo qui dit ça dans la presse, les actionnaires prennent une action à 10 € ou avaient une action à 10 €, elle passe à 30. Sans rien faire, ils sont passés de 10 à 30, ils ont gagné 20 €. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est éthique? non du tout. Ouais, non du tout. Là, Ça en est même choquant. C'est même choquant. On est dans un système, si vous voulez, qui est pourri à la base, parce que la seule chose qui compte, c'est de faire du pognon, c'est de faire de l'argent, sans regarder la conséquence. Argent, oui, mais quelles conséquences? Si vous gagnez votre vie, comme on dit classiquement, à la sueur de votre front, et que vous êtes mal payé, il faut vous mieux payer. Je vais vous donner un exemple. Les gens qui permettent une hygiène dans une ville, je parle dans ma propre ville, c'est M. Nicolin que je connais bien. Il paye bien ses employés, il les paye bien, alors que d'autres dans notre ville sont mal payés. Et les gens ne se plaignent pas, moi je les interroge le matin quand je me lève tôt et que je les vois nettoyer la ville, je les remercie parce que c'est grâce à eux qu'il y a une bonne hygiène publique et qu'il y a une bonne hygiène de la population. Vous voyez, donc je crois que ce qu'il faut, c'est réfléchir un peu à ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse. Je ne sais pas s'il est venu en Martinique. Non, pas encore, mais on espère. Oui. Parce que c'est un homme prodigieux. J'étais récemment avec lui à l'école d'agronomie de Purpan avec des ingénieurs. Nous avons vu beaucoup de gens. J'ai pas mal de conférences avec lui. C'est un homme qui est un visionnaire. C'est un visionnaire de l'agriculture. Il a eu une phrase que j'ai reprise avec son accord. Il a dit « Soigner la terre, c'est soigner l'homme. Soigner la terre, c'est soigner l'homme. » C'est la terre qui nous nourrit. Hein. Bien sûr, c'est la terre qui nous nourrit. Et vous avez ici en Martinique une terre fabuleuse, mais il faut arrêter de l'abîmer avec des pesticides, avec une agriculture productiviste, avec le chlordécone. Enfin, vous en savez autant que moi. Là, c'est un autre lobby. Alors, la pétition, on en est où sur cette pétition, justement? La pétition, aujourd'hui, avant de venir vous voir, j'ai regardé le chiffre, c'était 897 698. Donc, je pense que nous serons Waouh, c'est merveilleux. à 900 000 et que d'ici quelques jours, nous serons à 1 million. Donc, pour vous, l'avenir, c'est quoi? C'est le patient qui doit se prendre en charge, peut-être avoir plus de connaissances, aller chercher et de reprendre un peu le pouvoir, peut-être, parce qu'on a eu beaucoup aussi le sentiment on s'asseyait devant le médecin qui était tout puissant et qui nous disait tout et qu'il fallait dire amen à tout ce qu'il disait et qu'on n'avait pas la possibilité de connaître le fonctionnement de notre corps, d'avoir certaines connaissances. Nous avons un capital de santé, comme certains ont un capital à la banque, et en général ils le gèrent bien, ou un capital avec une jolie voiture. Il est mieux géré généralement que notre santé. Mieux géré. Mais ça vient du fait que notre corps est mal connu de nous-mêmes. Très mal. Très mal connu. Vous voyez, les 5 sens, par exemple, le fonctionnement du tube digestif, de notre cerveau. On dit que le tube digestif, c'est le deuxième cerveau. Il y a des choses qui ne sont pas fausses dans tout ça. Bien, c'est très important, et c'est pour ça que je publie une lettre régulièrement. Cette lettre est envoyée gratuitement à tout le monde. Près de 600 000 personnes la reçoivent. Pour la retrouver, c'est très facile. C'est le nom de votre site? Voilà, le site c'est www.professeur, petit trait du nom, le trait du 6, vous voyez, joyeux.com. Là, vous ouvrez à la rubrique lettres et vous avez à la fois les 105 lettres que j'ai publiées depuis 2 ans, plus vous ouvrez, une page s'ouvre, on vous dit voulez-vous recevoir la lettre gratuitement? Vous dites oui, vous donnez votre adresse mail, alexandre.dupont@gmail.com par exemple, et à partir de là, vous dites envoyer et vous recevez la lettre toutes les semaines. D'accord. On vous remercie beaucoup. Juste, quel est votre sentiment entre votre passage l'an dernier et cette année? Écoutez, j'ai comme objectif de revenir 10 jours, de faire 5 dans le nord, 5 dans le sud,
parce que j'ai été que dans une partie, à Capitale, bien sûr, Fort-de-France, et puis mais j'ai adoré ce temps. Surtout, ce que je trouve, c'est que les questions qui ont été posées par le grand public sont d'excellent niveau. Excellent niveau. Donc, il y a une bonne formation. J'ai vu pas mal de naturopathes, d'ostéopathes, de médecins, vous savez, la MTC, médecine Traditionnelle chinoise. Des gens qui sont hyper compétents. Et moi, je veux bosser avec ces gens-là, les aider pour qu'ils puissent faire, si vous voulez, qu'à la Martinique, il y ait davantage de santé et moins de maladies. J'ai demandé, par exemple, je vais écrire au maire de Fort-de-France en lui disant qu'il faut qu'il y ait une piste cyclable pour faire tout le tour de la Martinique. Et la prochaine fois que je viens, je veux la faire en vélo, la piste cyclable. Voilà, parce que c'est bon pour la santé. La mer est formidable, ce que vous avez comme produit de votre terre et de votre mer. Magnifique, oui. Ça serait peut-être intéressant que vous reveniez justement peut-être faire soit un colloque ou un séminaire peut-être à destination des professionnels de santé qui sont quand même assez réfractaires. Il faut le dire, ils sont assez réfractaires encore. Parce que les labos les travaillent trop à la taille, vous voyez. Mais il faut qu'on les fasse un peu réfléchir, ouvrir, et puis qu'ils écoutent un peu le grand public, parce que le grand public, attention, il est parfois plus attentif que les médecins. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur Joyeux, chirurgien, cancérologue, conférencier. Vous repartez ce soir. Tout à fait. Voilà, c'était pour Madine Alternative Santé. À bientôt.